Voilà, enchanté. Merci à Pauline pour l'organisation de ce colloque et son invitation. Donc, je m'appelle Pierre-Antoine Yagou. Je fais partie du collectif Chartreuse qui s'est mobilisé sur un conflit d'usage qui va être l'objet de cette présentation entre des randonneurs et des chasseurs. Et ça s'est passé donc, sur les années 2023-2024. Et je vais revenir un peu sur cet épisode-là. Donc moi, j'habite pas dans les Vosges, mais on est voisins, donc j'habite au pied de la Chartreuse. Alors, est-ce que c'est mieux le Gruyère-le-Comté ou la Chartreuse, les Vosges voilà, c'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Donc ma présentation va s'articuler sur 3 points. Je vais déjà vous présenter le site, qui est en fait une réserve nationale. Ensuite, je vais vous parler d'une loi, la loi du 2 février 2023, qui est tout bouleversé, en fait, un équilibre fragile entre différents usages qui se passaient sur cet espace-là et les conséquences que cette loi a eues justement sur la réserve nationale des Hauts-de-Chartreuse. Donc on peut attaquer directement avec la présentation de cette réserve naturelle qui fait partie des 169 réserves nationales en France. Elle a été créée donc en 1997 et elle se situe donc entre Grenoble et Chambéry, à cheval sur l'Isère et la Savoie. Donc il faut imaginer un espèce de paquebot de 20 km de long, 3 km de large, qui fait donc 4400 hectares et qui se situe à peu près entre 1100 et 2000 mètres d'altitude. Donc ça a été créé pour protéger cet espace exceptionnel d'un projet d'aménagement touristique. Il y avait des gens qui voulaient créer une route pour monter et faire une station de ski de fond. Alors qu'il y a la fête là à côté et que c'est parfaitement sympathique d'aller skier là-bas. Donc ce qui est important à savoir, c'est que du coup on est dans un endroit qui est protégé et aujourd'hui les réserves naturelles ont 3 missions principales. La première, donc, c'est de protéger. Donc, on est dans le cadre de sites exceptionnels, de protection de biodiversité, de conservation d'habitats rares ou menacés. Le deuxième axe, c'est la gestion de ce type de site. Donc, chaque réserve naturelle dispose en fait d'un plan de gestion. C'est un document public qui définit les enjeux du site, les objectifs à long terme et le plan d'action qui va être suivi sur un certain nombre d'années. Et il faut donc savoir que la gestion de ce site repose sur des études scientifiques qui sont réalisées sur le site même à travers des suivis, des inventaires, des études naturalistes, géologiques, etc. Et donc en Chartreuse, on a une équipe de scientifiques dédiée à la gestion de cet espace, qui est constituée d'une conservatrice, de 2 gardes techniciens et d'un garde animateur. Et le dernier point, et non des moindres, c'est de sensibiliser le public à la protection de la nature et de l'environnement. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est primordial pour repenser le lien très distendu de l'homme au sens large avec la nature. Il faut notamment savoir qu'en France, 80% de la population vit en zone urbaine, et que du coup les réserves naturelles participent à cet enjeu de connexion des humains avec la nature. Moi ça me paraît un axe essentiel puisqu'en fait on ne protège que ce qu'on connaît, et pour la réserve naturelle de Chartreuse aujourd'hui ce sont environ 300 000 visiteurs qui passent par an sur le site. Alors après voilà, donc quand vous êtes un visiteur vous avez quand même des règles extrêmement strictes à suivre. Et l'une des règles qu'on peut nommer, et c'est pas toujours suivi, c'est qu'il est strictement interdit d'amener son chien, par exemple, se promener là. Alors il y a beaucoup d'enjeux de protection. Vous avez des espèces qui ont déjà été citées dans les 2 interventions précédentes. Donc il y a notamment le bouquetin des Alpes qui a été réintroduit sur le massif en 2010-2011. Donc il y avait des traces de bouquetin sur des millénaires passés, il avait disparu du massif, il a été donc réintroduit et il y a son déploiement qui est monitoré et suivi chaque année par l'équipe de la réserve. Vous avez une autre espèce emblématique qui est le hibou grand-duc, qui est en plus l'emblème du parc naturel
de Chartreuse, dont dépend la réserve, et l'Aigle Royal, où aujourd'hui vous avez 2 couples qui nichent dans les falaises de ces paysages assez incroyables. J'aurais pu rajouter le lynx. Aujourd'hui, il y a une dizaine de lynx qui vivent là, qui se sont sédentarisés et qui communiquent avec le Jura. Et puis le loup. Aujourd'hui, on a 2 meutes aussi, ce qui n'est pas posé sans quelques problèmes, puisque le loup est arrivé extrêmement récemment dans le massif, et aujourd'hui, vous avez des éleveurs, tant sur le plan bovin que bovin, qui sont assez démunis parce qu'ils n'ont pas mis aujourd'hui en place les types de protection qui ont été expliqués tout à l'heure. Alors, il y a des usages à concilier. C'est un territoire qui est finalement relativement petit. C'est une réserve naturelle, mais ça ne veut pas dire que c'est un sanctuaire sur lequel on a le droit de strictement rien faire. Donc en fait, il y a beaucoup d'activités finalement, quand on y regarde ça de plus près. Donc vous avez notamment du pastoralisme, 800 bovins, 3500 ovins qui montent chaque été entre juin et mi-octobre. Et là, vous avez donc des vaches, alors c'est pas des vaches laitières sur ces alpages, c'est des vaches à viande, et qui sont laissées. Donc là, vous avez un alpage sur lequel il y a 300 vaches qui sont laissées tout l'été, avec un éleveur qui va monter tous les 2 jours pour leur rendre visite, voir si tout se passe bien. Mais malheureusement, voilà, il y a 2 ans, il y a eu une attaque sur un veau et le troupeau s'est retrouvé complètement traumatisé. Donc ça, c'est un des usages qui est là. Le deuxième, j'en ai déjà parlé, vous avez 300 000 visiteurs qui viennent principalement faire de la randonnée pédestre, puisque c'est un site qui est difficilement accessible, donc on ne peut pas faire de VTT, enfin d'autres activités autres que la marche. Et puis des activités en développement, donc le trail, l'escalade, la géologie, vous avez des gouffres extrêmement importants et du vol libre. On a l'un des sites à proximité, un site international de parapente. Le troisième usage que je voulais mentionner là-haut, c'est la chasse. Donc c'est une chasse principalement de loisirs qui se déroule de septembre à fin février. Vous avez en fait, si tu peux passer juste, voilà, des droits de chasse qui sont répartis en fonction des propriétés. Donc vous avez des communes, vous avez des privés, vous avez l'État qui est propriétaire de certaines surfaces. Et donc ces droits de chasse ils sont répartis entre 10 associations communales de chasse agréées et 4 chasses privées. Et on peut aussi déjà noter qu'entre ce type soit des associations, soit des chasses privées, ces associations, on a des objectifs qui peuvent être différents entre l'une ou l'autre organisation. Dans les ACCA, c'est plutôt des regroupements de chasseurs qui habitent sur place, puisqu'ils appartiennent à la commune. Vous avez des frais d'adhésion qui sont modiques, vous avez le partage des prises entre les membres à l'issue de la chasse. Ça fait quand même qu'on puisse être pour ou contre la chasse, ça participe quand même au lien social dans le village et à un ancrage sur le territoire. Et après, vous avez de l'autre côté, c'est ce dont on va parler un peu plus tout à l'heure, des chasses privées qui peuvent avoir des objectifs de monétisation des droits de chasse, donc avec plusieurs milliers d'euros pour de la chasse au trophée, qui attendent une rentabilité financière et qui font bien souvent venir des touristes de toute la planète pour justement accrocher dans leur salon un trophée, notamment le chamois de Chartreuse qui apparemment il est assez mythique pour les chasseurs. Donc vous avez le bilan 2022 que je vous ai indiqué sur le slide où pour 2022 le total des prélèvements c'était 30 mouflons, 57 chamois, 9 chevreuils et 4 sangliers. Et donc les 2 espèces phares qui sont chassées là-haut, c'est donc les mouflons et les chamois qui sont sur le slide après, si on peut juste... voilà, parce qu'on est quand même tous des amoureux des animaux, et voilà les beaux animaux qu'on a en Chartreuse. À savoir que donc, le mouflon méditerranéen est absolument pas endémique de Chartreuse, donc il n'a strictement rien à voir avec le massif, au contraire du bouquetin qui a été réintroduit par les scientifiques. Mais il a été introduit en 1967 pour la chasse, à une période où justement les populations de chamois étaient en fort déclin, et donc on a introduit cet animal supplémentaire pour l'usage de la chasse.
Donc on voit que vous avez des conflits d'usage, M. Landry en parlait, c'est-à-dire que vous avez du pastoralisme, de la randonnée, vous avez des gens qui commencent à s'équiper de chiens de protection, les gens n'ont pas forcément les bons réflexes quand ils traversent les troupeaux, vous avez de la faune et de la flore versus des activités humaines et pastorales, vous avez du vol libre qui peuvent parfois déranger des rapaces. Ça, c'est quelque chose d'assez commun qu'on retrouve à peu près dans tous les massifs montagneux aujourd'hui. Mais là, il y a eu un bouleversement donc, en février 2023, puisqu'il y a une nouvelle loi qui est venue un peu bouleverser cet équilibre précaire qui existait sur cette zone. Donc, cette loi s'appelle limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée. Alors, le début de l'explication, nous, on y est particulièrement favorable. Il faut savoir que cette loi, elle visait une région en particulier, c'est la Sologne, où vous avez d'immenses propriétés privées qui sont des domaines de chasse gigantesques et qui, petit à petit, au cours des 30 dernières années, ont été fermées par... Au public. En bord. Oui. Vous pouvez chasser à Chambord, c'est du domaine public. Oui, mais là, je parle des domaines privés. Oui, on pourra en discuter tout à l'heure, à l'issue de la présentation. Donc ça a été engrillagé de plus en plus sur les 30 dernières années. On comptait 600 km de grillage en 2011 et 4000 km en 2019. Donc ça avait notamment pour but de capturer et de privatiser le gibier alors que la faune sauvage n'appartient à personne. Et donc grâce à la mobilisation de plusieurs associations et d'élus, il y a une loi qui a été votée en 2023. Et donc je vais vous en expliquer rapidement le principe. Cette loi, elle demande aux propriétaires de modifier leur clôture et de les changer en enlevant ces clôtures hermétiques et en faisant des clôtures qui font 1,20 m maximum de hauteur et qui laissent un passage au sol de 30 cm, ce qui permet donc au petit gibier et au grand gibier de circuler librement sur ces domaines. Elle avait quand même prévu la possibilité de conserver une clôture étanche autour du domicile pour faire la distinction en fait entre l'espace naturel, la forêt, et le domicile et on va dire le jardin au sens large. Et donc aujourd'hui, la loi prévoit quand même malgré tout de clôturer de manière étanche 150 mètres autour du domicile, ce qui vous laisse quand même 7 hectares de jardin, ce qui n'est pas négligeable. Donc jusque-là, tout va bien, on va dire, sauf qu'il y a un article donc, qui est venu se glisser dans cette loi, qui explique qu'à partir du moment où vous matérialisez physiquement votre propriété, vous pourrez à l'avenir verbaliser les randonneurs qui la traversent avec une amende de 4e classe. Et donc c'est ce qui a commencé à poser problème en fait en Chartreuse, puisque on va dire la conséquence de cette loi qui visait à enlever des grillages dans des zones qui étaient clôturées, en fait on s'est retrouvé à avoir des interdictions d'entrée dans des zones qui n'avaient jamais été grillagées auparavant. Et donc en août 2023, il y a des randonneurs qui ont constaté que 800 hectares de cette réserve, dont vous avez le plan, la zone rouge a été complètement fermée à l'aide de panneaux propriété privée, interdisant du coup l'accès à 18% du territoire de la réserve. Voilà. Donc c'est le propriétaire d'une chasse privée. Et il se trouve que 25 km de sentiers, nous c'est ce qu'on a recensé, ont été fermés du jour au lendemain. Alors lui, il n'a pas expliqué ça comme quoi il voulait préserver la quiétude, on va dire, de ses clients et des chasseurs. Les raisons officielles qui ont été avancées par le propriétaire, c'était la surfréquentation des lieux, les incivilités des randonneurs, les atteintes à la biodiversité et la responsabilité du propriétaire en cas d'accident sur son terrain. Donc, suite à cette interdiction, il y a une mobilisation qui s'est créée, un collectif qui s'est monté, dont je fais partie justement. Il y a eu une mobilisation, une pétition qui a rassemblé 40 000 signatures, une manifestation qui s'est déroulée le 15 octobre 2023 avec à peu près 1 millier de personnes qui s'est rassemblée au pied de l'endroit.
Et on a quand même creusé ces sujets pour essayer de voir si les arguments qui étaient avancés par le propriétaire étaient, selon nous, valables ou pas. Donc les chiffres que je vais vous présenter ici, ils sortent du domaine public. On a été les trouver en fait dans des rapports, puisque je vous ai expliqué qu'il y avait des plans de gestion qui régissaient la réglementation de cette réserve. Et donc, ces plans de gestion, il y a des bilans qui sont faits chaque année dans lesquels il y a un certain nombre d'informations qui sont extrêmement précieuses. Les gestionnaires, ils ont aussi le pouvoir de police, donc ce sont eux qui vont aller verbaliser les gens quand vous vous promenez avec votre chien, si vous faites du feu, etc. Et il se trouve que les différents arguments ne nous ont pas paru extrêmement solides. Donc, en termes de surfréquentation, on s'est rendu compte que c'était cette zone précise qui est en fait en cœur de réserve et l'une des moins fréquentées de la réserve, avec 3000 passages à l'année, alors que d'autres plus accessibles voient passer 30 000 visiteurs. Sur la partie des incivilités, vous avez une carte sur le slide qui recense en fait et comptabilise les incivilités sur l'ensemble de la réserve sur une période donnée, et on voit que sur la zone concernée, c'est là où il y a eu le moins d'infractions qui ont été relevées. Sur les atteintes à la biodiversité, nous, ce qui nous a particulièrement dérangé, c'est que vous avez aujourd'hui des scientifiques qui sont en charge du suivi de cette réserve, et bien entendu, ils alertent sur certains points, mais il n'y a jamais eu de remontée particulière sur cette zone. Et enfin, sur les problèmes de responsabilité, le propriétaire, effectivement, il brandit cet argument en 2023, sauf que la réserve a été créée en 1997 et on ne trouve personne qui s'est jamais retourné contre lui suite à un accident de montagne. Donc ça nous paraissait un peu particulier. Et par contre, quand on cherche la vraie raison, c'est qu'il y avait un gestionnaire de chasse privée qui supportait mais qui ne supporte toujours pas à l'heure actuelle, de croiser des randonneurs sur le domaine. Lorsqu'il organise les chasses, il souhaite une expérience client maximale, et c'est sûr que moi je me mets à sa place, ça peut déranger la chasse. Donc voilà, donc ce très fragile équilibre qui existait sur les années passées, en fait, il a été complètement remis en cause suite à cette loi qui a été donc détournée par le propriétaire pour bloquer les gens qui aujourd'hui, comme on le disait, ont plus besoin de nature que jamais. Les conséquences en fait sur les Hautes-Chartreuses, c'est un certain nombre de paradoxes que j'ai essayé de noter sur ces slides. On peut les descendre. Donc, vous avez un propriétaire privé qui s'érige en défenseur de la biodiversité à la place d'agents de l'État qui font un suivi scientifique et qui n'ont rien noté de particulier. Vous avez des randonneurs locaux qui sont exclus au profit de chasseurs fortunés qui viennent de l'autre bout de la planète. Vous avez une réserve naturelle qui n'est même plus en mesure d'assurer l'une de ses missions qui est l'accueil du public. Et vous avez un droit de propriété qui devient complètement prépondérant sur le droit de circuler, alors que ce sont tous les deux des droits qui sont inscrits dans la Constitution. Donc on a essayé de trouver des solutions pour essayer d'améliorer les choses du point de vue des usagers randonneurs. Quelques pistes. J'étais à l'Assemblée nationale il y a exactement 1 an, puisque en fait on défendait aux côtés des députés écologistes la suppression de l'article 8 de cette fameuse loi pour décriminaliser le fait de simplement se balader en forêt. Donc ça a été rejeté en mars 2024. Il y a un autre axe de travail, mais qui aurait une portée limitée, c'est aujourd'hui l'interdiction de la chasse dans les réserves naturelles. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, vous avez quand même 75% des forêts en France qui sont privées et la plupart ne se trouvent pas en réserve naturelle. Donc ça réglerait le problème de la Chartreuse sans régler les autres problèmes qui pourraient apparaître. Et le dernier axe sur lequel nous, on milite aujourd'hui énormément en tant que collectif, c'est la promulgation d'une loi d'accès à la nature qui serait en partie calquée sur ce qui existe dans les pays scandinaves. On peut citer la Suède, la Norvège,
mais aussi la Suisse et le Royaume-Uni, qui sont aussi des pays, et je le dis, qui sont extrêmement attachés à la propriété privée, parce que souvent on veut nous faire passer pour des gens qui veulent abolir la propriété privée, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc voilà, il y a des pistes de travail pour essayer de revenir à un équilibre et permettre aux gens de traverser les espaces naturels tout en les respectant, en respectant les biens, en respectant la nature. Et donc pour conclure, ce sera mon mot de la fin. À l'heure où la raison appelle la population à une certaine sobriété, à l'utilisation de mobilité douce, à partir à l'aventure près de chez soi plutôt qu'à l'autre bout du monde, nous avons l'exemple d'un propriétaire qui fait le choix d'interdire les randonneurs de la région d'accéder à 800 hectares d'espace naturel, au profit d'un gestionnaire organisant des safaris au trophée pour des chasseurs fortunés arrivant par avion de l'autre bout de la planète. À l'heure de l'urgence climatique, nous trouvons cette situation parfaitement anachronique. Certes, aujourd'hui, ce propriétaire a le droit pour lui, et c'est bien ce qui nous pose problème. Mais est-ce dans cette direction que nous souhaitons voir évoluer notre société? Est-ce avec ces valeurs que nous souhaitons partager l'espace et faire cohésion dans la société? Est-ce comme cela que nous pouvons envisager la gestion des espaces naturels classés? Pour le collectif Chartreuse et pour beaucoup de gens, aujourd'hui, la réponse est claire, et la réponse est non. Merci de m'avoir écouté.